Y muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todas y a todos ustedes. En nombre del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas del CSA y de IPES Food, el panel de expertos en sistemas alimentarios sostenibles, les damos a todas y a todos la bienvenida a nuestro webinario. Estamos muy contentas que nos hayan seguido el día de hoy aquí a este contraevento eh, contra la Cumbre de Sistemas Alimentarios. Han pasado 4 años desde la primera edición de esta cumbre y lamentablemente seguimos viendo defraudadas nuestras expectativas en frente a lo que las Naciones Unidas están haciendo para enfrentar la situación de hambruna, no solamente de hambre, sino de hambruna y de cómo estamos viendo que la alimentación se ha convertido en un arma de guerra, no solamente en el caso de Gaza, que aflige los corazones de todas nosotras en estos momentos en los que hablamos, sino de muchas otras regiones como Congo, como Sudán del Sur, como Haití mismo. Lamentablemente, la situación hoy no es muy distinta de la de hace 4 años. Vivimos una crisis alimentaria muy importante, con otro cariz, mucho más marcado por los conflictos, por la guerra, por lógicas imperiales, neocoloniales y extractivistas que se están profundizando. En el mecanismo fuimos invitadas a que después de 4 años nos sumáramos a participar en esta cumbre, porque supuestamente se iba a abordar el tema de la responsabilidad corporativa y que era muy importante que nuestras voces estuvieran ahí. Pero lamentablemente, haciendo una evaluación Un muy des sujets escueta, était la no mainmise vemos que des nada haya entreprises. cambiado en términos de la estructura de la gobernanza, sigue siendo La intransparente, structure de la sigue gouvernance siendo reste opaque. no claro, ni tampoco el rol de los gobiernos es central en esta cumbre. Le rôle des Siguen sin gouvernements discutir est ningún central tema au sein de central ce sommet, mais les estructural y thèmes tampoco ne para la sont pas abordés de regulación façon que se hace structurelle. necesaria del La comportamiento réglementation corporativo. qui est Y entonces, nécessaire n'est sí, pas mise en œuvre pour contrôler le pouvoir des entreprises. Et bien sûr, les peuples sont inquiets en raison de l'ordre du jour du sommet, en raison des conflits armés, de la guerre, de la famine, mais également en raison du dérèglement climatique et de la guerre commerciale lancée en début d'année. Malheureusement, donc, le mécanisme a pris la décision de ne pas participer à ce sommet parce que rien n'a changé et l'agenda est le même. Il est très similaire, et aligné sur les intérêts des entreprises et donc, aujourd'hui, nous souhaitions tenir cette petite réunion pour, nous mettre à jour, pour savoir, comment le pouvoir des entreprises, a été, impacté par, les nouveaux changements récents. Donc nous allons voir, quelle est, la situation actuelle. Nous allons réaliser donc une, évaluation durant le premier volet de notre webinaire pour ensuite débattre de ce que nous devons faire. Nous dirons ce que certains gouvernements, mettent en œuvre. Nous avons, la chance d'avoir un représentant du Mexique, parmi nous et nous verrons ce que les mouvements sociaux et la société civile, préconisent. Quelles sont donc les solutions alternatives à ce monde dans lequel nous vivons? Donc, nous allons poser le cadre du raisonnement et ensuite nous verrons quelles sont les solutions à apporter. Voilà pour la structure du webinaire. Merci Sophia, un grand merci. Avant de commencer à donner la parole aux intervenants, j'aimerais dire que le deuxième bilan du UNFSS se tiendra la semaine prochaine et certains intervenants aujourd'hui prendront part à ce sommet. Nous allons donc
entendre des points de vue critiques. Qu'est-ce qui a fonctionné jusqu'à maintenant et qu'est-ce qui n'a pas encore été bien mis en œuvre. Donc, il s'agit d'un espace pour échanger, échanger des points de vue et présenter nos propres perspectives sur le sujet. Sur ce, je donne la parole à la première personne qui prendra la parole aujourd'hui, Pauline Verrière. Elle travaille pour Action contre la faim France en tant que responsable du plaidoyer sur les systèmes alimentaires et la crise climatique. Elle est membre du comité de coordination du MSCPA au titre de la circonscription des ONG du Nord et co-facilitatrice du groupe de travail du MSCPA sur la gouvernance alimentaire mondiale qui a suivi le processus du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires dès le début et a contribué à l'élaboration des positions du MSCPA sur ce sujet. Pauline va nous faire une présentation qui porte le titre de Analyse du MSCPA concernant le multilatéralisme et la gouvernance alimentaire mondiale. Pauline, tu as la parole. Merci beaucoup, Ala. Bonjour à tous et à toutes. Je vais effectivement vous présenter la position du mécanisme de la société civile et des peuples autochtones par rapport à ce sommet sur les systèmes alimentaires. Donc, ce sommet, l'UNFSS, ça n'est pas quelque chose de nouveau pour le mécanisme de la société civile et des peuples autochtones. C'est vraiment un sujet qu'on suit depuis le début, dès les premières annonces qui ont été faites en 2019-2020. Et depuis le début, le MSCPA est très réticent par rapport à ce sommet. Et notre position, elle est claire. En tant que mécanisme, nous refusons de prendre part à ce sommet. Alors, la question des systèmes alimentaires, elle est fondamentale, mais pour autant, nous sommes persuadés que cette question, elle ne peut pas être débattue, elle ne peut pas être discutée à n'importe quelle condition si nous voulons que les choses changent véritablement. L'analyse du mécanisme, elle s'est renforcée au fil des années et aussi au fil des évolutions du sommet. En 2021, on avait partagé nos inquiétudes. Le sommet n'avait aucun ancrage dans les droits humains. Il était dominé par les intérêts de quelques grands groupes privés. Et il a totalement échoué à prendre en compte les causes profondes de la faim. La crise climatique, la pandémie Covid-19, l'agriculture industrielle et la concentration des pouvoirs dans les systèmes alimentaires. Pendant ce sommet, il n'était question que des nouvelles technologies comme solution. Et ces nouvelles technologies, elles sont dominées par les grands groupes. Il y a d'énormes intérêts en jeu derrière ces nouvelles technologies. Le sommet n'a rien de produit qui soit négocié. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir d'approche véritablement transformative et on continue à ne pas prendre les décisions qui sont pourtant nécessaires. À l'origine, l'UNFSS, ça devait être un moment unique, un sommet en 2021, et on avait eu des assurances au plus haut niveau des Nations Unies que ce serait le cas. Pour autant, les choses ont bien changé depuis parce que l'UNFSS est devenue une forme de gouvernance sur le long terme. Aujourd'hui, il y a un secrétariat, il y a des événements internationaux qui ont lieu tous les 2 ans, il y a aussi des processus au niveau national et au niveau régional. En 2023, nos inquiétudes, elles se sont renforcées parce que la société civile n'était toujours pas incluse de manière autonome dans ce processus, que les droits humains n'étaient pas plus pris en compte. Également, on s'est rendu compte que l'ancrage national de l'UNFSS avait eu des répercussions très négatives sur la société civile et les mouvements sociaux locaux, et ça avait été vivement critiqué à l'époque. Il y a eu un rapport qui a été fait notamment par le MSCPA sur ce sujet. En 2025, donc cette année, nous avons été approchés par la vice-secrétaire générale des Nations Unies pour reconsidérer notre engagement vis-à-vis du sommet. Nos réflexions internes, elles ont confirmé notre position parce que le mandat du MSCPA, ça reste le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, le CSA. Nous privilégions les espaces qui sont véritablement inclusifs, là où les premiers concernés par l'insécurité alimentaire sont partie prenante des processus. Nous privilégions les espaces dont la pleine réalisation du droit à l'alimentation est au cœur du mandat. Nous avons porté cette position auprès de la vice-secrétaire générale des Nations Unies. Nous l'avons également porté auprès de la présidente du CSA et aussi de manière publique. On a eu un communiqué de presse sur le sujet et on continue de la porter aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire qu'on a co-organisé.
Alors lundi prochain doit sortir pendant l'UNFSS plus 4 le rapport Sophie qui fait état de la situation de la faim dans le monde. Et nous attendons ce rapport avec inquiétude parce que pourrait-il seulement ignorer la situation mondiale? La famine de masse qui se propage à Gaza. Les cas de famine et d'insécurité alimentaire qui se propagent dans d'autres territoires qu'il ne faut pas oublier. Les baisses massives et parfois très violentes de l'aide publique au développement. Les espaces civiques et humanitaires qui n'ont de cesse de se restreindre, la criminalisation de la société civile et des mouvements sociaux, des peuples autochtones, des personnes LGBTQIA+, qui se battent pour la reconnaissance de leurs droits et en particulier de leur droit à l'alimentation. La polarisation et la fragmentation de la diplomatie internationale et l'utilisation de la faim comme arme de guerre qui semble redevenir une norme. La situation mondiale aujourd'hui, elle est catastrophique et on a besoin d'espaces multilatéraux pour parler de ces sujets, pour trouver des solutions multilatérales. Il faut arrêter de perdre notre temps dans des espaces qui, au mieux, ne servent à rien et, au pire, renforcent des mécanismes délétères. Alors, dans ce contexte, plus que jamais, pour nous, il est essentiel de mettre le droit à l'alimentation au cœur du multilatéralisme, de faire le lien entre le CSA et d'autres espaces onusiens, notamment les trois conventions de Rio. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est de faire en sorte que les produits politiques du CSA, qui ont été parfois obtenus de haute lutte, soient connus et soient utilisés. Et qu'ils soient notamment utilisés comme référence dans d'autres espaces de négociation qui vont toucher aux questions d'agriculture et d'alimentation. Et le droit à l'alimentation doit être au cœur des négociations sur le climat, des négociations sur la biodiversité, des négociations sur la désertification. Cet agenda-là, c'est la priorité du MSCPA. Aujourd'hui, nous, on a des moyens extrêmement limités et on doit prioriser nos luttes et on doit prioriser les espaces pour porter ces luttes. Et nous refusons de nous faire imposer notre agenda par d'autres. Enfin, nous pensons que l'UNFSS légitime un système agro-industriel et les intérêts financiers de quelques groupes au détriment des droits des peuples. Ce système et ses intérêts sont pourtant au cœur de la problématique. Nous pensons que l'UNFSS contribue à diluer les moyens des États et de la société civile et des mouvements sociaux à se saisir de la question des changements politiques qui sont pourtant indispensables. Aujourd'hui, il y a moins d'argent public mis à disposition pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Est-ce que vraiment on veut continuer à utiliser cet argent pour des formes de gouvernance qui renforcent les causes profondes de la faim? L'UNFSS contribue à l'attentisme et à la non-prise de responsabilité des États. Et le MSCPA ne souhaite pas légitimer par sa présence un espace qui renforce les mécanismes délétères que nous dénonçons par ailleurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pauline, et merci d'avoir respecté les temps surtout. Alors, je le répète, c'est 7 minutes par intervenant. Je souhaiterais maintenant inviter les personnes ayant des questions à les placer dans le chat, s'il vous plaît. Nous reviendrons sur ces questions à la fin du premier segment du webinaire. Voilà, je vous encourage à les copier maintenant avant que nous passions à notre prochaine intervenante. Nous allons entendre maintenant Jenna Tesdal pour le Grand groupe des Nations Unies sur l'enfance et la jeunesse. Je crois que nous allons également visionner une vidéo, peut-être avant la présentation de Jenna. Alors, je vais vous présenter Jenna. Jenna est co-point focal du collectif ODD2 au sein du Grand groupe des enfants et de la jeunesse. Elle dirige également le réseau des jeunes professionnels pour le développement agricole, WIPARD, où elle encourage l'engagement des jeunes dans les systèmes alimentaires. Elle se revendique leader au service des autres et s'efforce de promouvoir l'égalité entre générations et de remettre en question les rapports de privilèges. Avant de rejoindre WIPARD, elle a travaillé comme chercheuse et a présidé l'Association internationale des étudiants en agriculture et en sciences connexes en 2013-2014. Elle est diplômée de l'Université d'État de l'Iowa et de l'Université d'État de Pennsylvanie, où elle a obtenu un master en phytopathologie et agriculture et développement internationaux. Dans sa vie personnelle, elle participe activement à la coopérative alimentaire Supercoop Berlin
et prend soin de son petit verger familial de pommiers. Voilà, Jenna, c'est un plaisir de vous avoir à nos côtés aujourd'hui. Vous avez la parole et vous nous indiquerez ensuite si vous allez visionner, plutôt montrer la vidéo pendant votre intervention ou pas. Alors, je vais faire une présentation sans vidéo aujourd'hui. Ce sera certainement plus simple. Merci pour cette présentation, Hala. C'est vraiment un honneur de rencontrer aujourd'hui, de représenter le grand groupe Enfance et Jeunesse. Et je vais parler des réflexions de notre groupe sur l'érosion de la participation effective des OSC dans le cadre du bilan 4 ans après l'UNFSS. Je suis ravie de parler après Pauline pour le MSCPA. Donc, en tant que grand groupe des Nations Unies Enfance et Jeunesse, représentant divers groupes de jeunes engagés dans la défense des systèmes alimentaires, y compris le groupe de jeunes SENA, Yongo, le caucus des jeunes de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Nous souhaitons exprimer notre grave préoccupation concernant le manque actuel de transparence, d'inclusion et de participation véritable de la société civile dans le cadre de la préparation du moment de bilan organisé 4 ans après l'UNFSS. Le processus dans sa forme actuelle continue de marginaliser la société civile et en particulier les voix des jeunes, avec une exclusion des jeunes des espaces de décision sans possibilité réelle de participer à l'élaboration du processus ou de ses résultats. Les allégations faisant état d'une consultation des jeunes sont trompeuses. Les consultations des jeunes sont menées par les Nations Unies. Concrètement, les jeunes inclus dans les consultations et financés par le pôle de coordination des systèmes alimentaires des Nations Unies ne représentent pas les OSC de jeunes. Ces personnes ont été sélectionnées par le pôle en outre, malgré ces demandes. Le grand groupe Enfance et Jeunesse a été associé au processus trop tard pour influer, notamment sur le programme et l'ordre du jour de la conférence des jeunes à Bangkok, ce qui a entraîné l'exclusion du groupe Sénat et des groupes de jeunes. Il n'a pas été approché ou inclus de manière significative. Les mécanismes de consultation existants manquent de clarté, de redevabilité et de transparence, ce qui nuit à la légitimité et au leadership de la société civile dans le processus. Les opportunités offertes aux jeunes de participer sont dans le meilleur des cas symboliques, et l'on sélectionne des personnes sur une identité propre plutôt que des représentants de groupes d'organisations de la société civile. Les processus décrits comme étant menés par les jeunes ne donnent pas aux jeunes et aux groupes de jeunes la possibilité et les moyens de façonner l'espace. Il s'agit d'engagements symboliques sans réelle possibilité d'influence. Ces préoccupations ne sont ni nouvelles ni propres aux grands groupes enfance et jeunesse. La société civile dans son ensemble, y compris nos alliés au niveau du mécanisme de la société civile et des peuples autochtones, ont exprimé des préoccupations similaires en soulignant une tendance plus large à l'exclusion. Un manque de gouvernance démocratique, une approche multipartie prenante, vaguement définie et axée sur la performance, des mécanismes de redevabilité insuffisants et une exclusion croissante des détenteurs de droits et des voix marginalisées. Les déclarations du MSCPA de 2023 et 2021 font écho à ce que nous, les jeunes, vivons depuis longtemps, mais qui atteint son paroxysme avec le bilan 4 ans après l'UNFSS. Un processus qui risque d'être dominé par les intérêts des institutions et des entreprises plutôt que d'être ancré dans les droits et les réalités vécues par les personnes. Nous sommes solidaires de cette analyse du MSCPA et nous nous joignons à leur appel pour un changement de cap dans la participation des OSC. Nous réaffirmons notre engagement en faveur d'une transformation des systèmes alimentaires, une transformation qui soit équitable, inclusive, fondée sur les droits et dirigée par les OSC. À cette fin, nous appelons le pôle de coordination du bilan de l'UNFSS et les co-organisateurs à prendre les mesures suivantes. 1. Garantir un dialogue direct avec tous les groupes de jeunes concernés par le biais de mécanismes structurés, opportuns et inclusifs, et non pas par des contacts sélectifs ou informels. 2. Assurer la clarté et la transparence des processus de consultation, des rôles et des délais de prise de décision. 3. Placer les détenteurs et les détentrices de droits, notamment les jeunes, les peuples autochtones et la société civile, au cœur du processus et non à sa périphérie. 4. Reconnaître et soutenir les espaces de gouvernance démocratique existants, y compris le Comité de la sécurité alimentaire mondiale et ses mécanismes, en tant que piliers centraux pour façonner la gouvernance alimentaire mondiale.
Nous demandons instamment aux organisations du bilan 4 ans après l'UNFSS de sortir de la rhétorique et de s'engager dans un véritable partenariat avec la société civile et les jeunes. Nous ne cherchons pas à nous asseoir à la table pour faire bonne figure. Nous exigeons d'être associés au processus et aux résultats. L'avenir des systèmes alimentaires doit être dessiné avec nous et non pour nous. Pour aller plus loin dans ces appels à l'action, le grand groupe Enfance et Jeunesse annonce son intention de publier un rapport d'analyse ex ante sur la participation des jeunes dans l'UFSS plus 4 et d'élaborer une vision de l'avenir mené par les jeunes. Nous espérons que ce rapport documentera les difficultés rencontrées par les jeunes et les OSC s'agissant de leur participation dans un esprit constructif au bénéfice du système onusien et de la gouvernance mondiale dans son ensemble. Je vous remercie. Merci Jenna, merci beaucoup. Je vois qu'il y a des commentaires au niveau du chat. Je vous en remercie et nous les traiterons à la fin du premier segment. Je souhaite vous rappeler également d'éteindre votre micro lorsque vous ne prenez pas la parole et veillez également à choisir le canal d'interprétation qui vous concerne. Nous allons passer maintenant au prochain intervenant, Dr Michael Fakhri. Michael a été nommé rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation par le Conseil des droits de l'homme en 2020. Michael est professeur à la faculté de droit de l'Université de l'Oregon, où il dispense des cours sur les droits humains, le droit alimentaire, le développement et le droit commercial. Il dirige également le projet Résilience alimentaire au sein du Environmental and Natural Resources Law Center. Michael, merci par avance d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons hâte d'entendre votre présentation sur le renforcement du cadre actuel dans le contexte néfaste actuel. Vous avez la parole. Merci, Hala, et bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui. Alors, je vais d'abord décrire le processus des Nations Unies et mon implication dans ce dernier depuis mon arrivée en 2020. Et ensuite, je terminerai avec la manière selon laquelle on peut cadrer le problème à la lumière du processus de l'UNFSS. Comme l'a indiqué Ala précisément, eh bien, j'ai débuté mon mandat en mai 2020. Intervention extérieure au micro. Alors, j'ai été invitée à participer à l'équipe d'intégration. Alors, j'ai pu travailler à la modalité de prise de décision au niveau de l'UFSS et il n'était pas clair pour moi quel rôle j'allais jouer car il n'y avait pas de place pour le droit à l'alimentation dès le départ. Donc, cet espace du sommet a débuté comme un processus. Et ce processus ménageait très peu d'espace pour le droit à l'alimentation et les droits humains. Et et il faut savoir qu'une pression importante a été exercée par la société civile et ceci a engendré une sorte de retraite de la part des organisateurs. Il y a ensuite un point au niveau interne. C'était la question de la gouvernance. Alors, la gouvernance peut renvoyer à différentes choses, mais la gouvernance peut être utilisée comme une manière indirecte de politiser les choses, et notamment la manière selon laquelle les décisions sont prises autour de la transformation des systèmes alimentaires. Le troisième point qui est important pour moi est que jusqu'à très peu de temps, on ne savait pas exactement ce qu'on entendait par transformation des systèmes alimentaires. C'était un terme très ouvert, ça pouvait vouloir dire beaucoup de choses. La FAO a publié un rapport, puis moi j'ai publié le mien sur la transformation des systèmes alimentaires. Et aujourd'hui, nous avons entendu Pauline s'exprimer précédemment. Nous en sommes 4 ans
après l'UNFSS. C'était censé initialement être un événement, pas un processus. Et je souhaitais rebondir sur l'expérience de Jenna. J'ai eu une expérience similaire, hein. J'ai été invitée, malgré ma position critique vis-à-vis du sommet. Il y a un an environ, le pôle de coordination m'a contacté. Ils ont souhaité me réintégrer. Je les ai rencontrés régulièrement. J'ai rencontré un secrétaire général adjoint avec le pôle. Et maintenant, 4 ans après, je vois qu'ils utilisent le langage du droit à l'alimentation, le langage de la participation. Maintenant, on peut dire qu'ils utilisent une terminologie relative au droit à l'alimentation, mais il n'y a pas de changement significatif ni substantiel. Il n'y a pas d'engagement en faveur du droit à l'alimentation. Ce n'est qu'une opération purement cosmétique. Ils souhaitent dialoguer avec moi de manière plus fréquente et plus substantielle. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu. Et en fin de compte, c'est leur responsabilité. Je n'ai pas vu de changement significatif. J'ai été invitée à participer au sommet en Éthiopie et malheureusement, je ne serai pas présent à cette réunion. Ma collègue Paula de Meo sera présente à Addis Abeba. Alors, je vais être en préparation maintenant de ma contribution pour le sommet. Alors, il me reste 2, 3 minutes et il faut maintenant comprendre un petit peu la situation. À l'heure actuelle, le sommet a publié un document, je crois que c'était le mois dernier, en juin, sur la responsabilité des entreprises. Donc, on a vu cela venir, hein, bien sûr. Jennifer Clapp va s'entretenir après moi et elle parlera des problèmes liés à la mainmise des entreprises sur les systèmes alimentaires dans le cadre de la situation économique mondiale. Alors, je n'utilise pas tellement cette terminologie de la responsabilité des entreprises ces jours-ci. Dans mon prochain rapport qui sera publié prochainement, je parle du pouvoir des entreprises. Donc, le secteur des entreprises m'a immédiatement attaqué. Ils ont indiqué que mes positions étaient biaisées. Alors, je disais en effet déjà à l'époque que les entreprises ont un pouvoir et qu'elles ont trop de pouvoir. C'est un point qui permet de débuter la discussion sur la responsabilité, sur la redevabilité. Ici, on parle de pouvoir des entreprises. Dans mon rapport, avant de parler de la responsabilité, j'essaie de voir comment les corporations amassent du pouvoir en premier lieu. Et c'est en lien avec la nature même des entreprises et de ces sociétés. Car on sait que l'idée ici est de limiter la responsabilité des investisseurs. Donc, il va falloir examiner tous les outils disponibles, alors notamment le traité contraignant. C'est un traité qui est extrêmement important, mais il y en a d'autres également. Il faudra voir également le droit criminel international et national. On connaît les complicités vis-à-vis des crimes contre l'humanité. Et les individus sont également responsables des crimes de guerre. Il faudrait voir également quelles sont les négociations en lien avec la négociation d'une nouvelle convention fiscale. Et il faudra également examiner le droit commercial en tant que tel. Avant de parler de responsabilité, il faut savoir que les entreprises ont de plus en plus de fonds et les entreprises durent plus longtemps que nous. Parfois, elles durent même plusieurs siècles. Donc, je crois qu'il faut continuer à réfléchir ensemble. Alors, bien sûr, il y a le sommet et il y a toute une série de positions qui ont été prises. Il faut s'interroger sur le pouvoir des entreprises. Il faut pouvoir ensuite réduire ce pouvoir. Alors, il y a la question
des lois antitrust qui peuvent être utilisées aux États-Unis notamment. Et en cas de violation sérieuse des droits humains, il faut savoir mettre fin à ces pratiques. Et lorsqu'il y a des pratiques de ce type qui sont réalisées par un État hôte, alors il faut savoir que nous n'avons pas besoin des entreprises pour nous nourrir et la période de Covid-19 nous l'a bien prouvé. La position que je prends ces jours-ci est qu'avant de parler de responsabilité, il faut parler de pouvoir des entreprises. Il faut réduire ce pouvoir avant que cela devienne un problème. Et dans un même temps, il faut avoir des outils contraignants des États, des outils réels pour garantir la redevabilité. Ensuite, il y aura bien sûr des principes volontaires, des directives, mais ce serait perdre notre temps. Je vous remercie. Je vous rends le micro, Hala. Merci, Michael. Merci pour cette intervention très claire et très forte de votre part. Alors, je vois que vous avez posé des questions dans le chat. On va les traiter un petit peu plus tard. J'espère, Michael, que vous allez rester à notre côté. La parole est maintenant à Jennifer Clapp. Alors, Jennifer, je suis ravie de voir que vous êtes à notre côté aujourd'hui. Je vais vous présenter. Jennifer Clapp est professeure et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la sécurité alimentaire et mondiale et la durabilité à l'école de l'environnement, des ressources et de la durabilité de l'Université de Waterloo au Canada. Elle a publié de nombreux ouvrages sur les conséquences environnementales et sociales du pouvoir exercé par les entreprises, de la financiarisation et du commerce dans les systèmes alimentaires. Son dernier ouvrage s'intitule Les titans de l'agriculture industrielle, comment une poignée d'entreprises géantes en sont venues à dominer le secteur agricole et en quoi c'est important. L'ouvrage a été publié en anglais chez MIT Press en 2025. Jennifer Clapp est membre du groupe international d'experts sur les systèmes alimentaires durables, IPES Food, et du comité consultatif scientifique du Centre de coordination des systèmes alimentaires des Nations Unies. Jennifer, bienvenue. Vous avez la parole pour 7 minutes. Merci, Hala, merci pour cette belle introduction. Alors, c'est un honneur d'être à vos côtés aujourd'hui et je souhaite vous saluer toutes et tous. J'ai très peu de temps, donc je vais mettre l'accent sur 3 commentaires. Alors, on en a déjà parlé et j'aurai des points à évoquer en ce qui me concerne. Bien, il n'est pas surprenant. La situation actuelle n'est pas surprenante, étant donné ce que nous avons constaté lors du premier bilan et du premier sommet. Lorsque le sommet traite du rôle des entreprises, il ne s'agit pas de pouvoir, comme l'a dit Michael, mais c'est pour les mettre aux commandes, pour leur permettre de définir elles-mêmes leurs propres règles en matière de responsabilité. Or, nous savons, grâce à 30 années de recherche, et Michael l'a dit, que cela ne fonctionne pas. De plus, dans le contexte actuel de chaos économique mondial déclenché par Trump et son agenda anti-RSE, les entreprises sont capables d'abandonner rapidement leurs promesses parce qu'elles savent qu'elles peuvent agir en toute impunité. C'est précisément la raison pour laquelle elles se sont battues dès le départ pour que les cadres de responsabilité soient volontaires. Dans le processus de l'UNFSS, d'après ce que j'ai vu sur l'ordre du jour, on ne m'a pas invité à y assister, il n'y a qu'une seule session sur la responsabilité des entreprises et l'objectif principal est de promouvoir les partenariats publics-privés et les cadres volontaires, toujours accompagnés de la promesse que l'industrie financera la transformation. Donc, on parle de responsabilité, mais réellement, enfin de redevabilité, mais réellement, on parle de responsabilité, de ce que les entreprises sont prêtes à faire. Donc, n'aborde pas le pouvoir, les sujets structurels, comme l'ont dit les intervenants avant moi.
Donc, cette orientation n'est pas surprenante étant donné la complète infiltration du processus de l'UNFSS par les acteurs du secteur privé. J'étais à ce sommet et nous avons vu que il y avait une tendance contraire à toutes les solutions que nous proposons. Donc, c'est un problème que ces entreprises proposent des solutions. L'industrie est même parvenue à affaiblir ce que le pôle de coordination des systèmes alimentaires des Nations Unies essaye de faire ces dernières années. Vous savez que ce pôle a élaboré un cadre, mais qui est jugé trop contraignant par les entreprises qui l'ont rejeté. Aujourd'hui, tout le processus a été repris en main par le Pacte mondial. Donc, bon, je n'ai, je ne sais pas quels sont les résultats, mais on sait que le processus n'a aucune mesure forte ou contraignante. Donc, nous sommes en plein chaos géopolitique actuel, des guerres incessantes, des guerres commerciales, hausse de tarifs douaniers, coupe dans l'aide au développement, affaiblissement des institutions multilatérales. Tout cela sert de couverture aux entreprises pour renforcer leur pouvoir et sur plusieurs fronts. Premièrement, ce sont les grandes entreprises en situation de monopole au niveau mondial qui sont les mieux placées pour résister au chaos tarifaire. Elles peuvent absorber les coûts, du moins temporairement, tandis que les petites entreprises peinent et disparaissent. Autrement dit, les grandes entreprises utilisent ce chaos géopolitique mondial comme un levier pour éliminer la concurrence, ce qui leur permet de gagner encore plus de pouvoir dans ce système. Il est encore trop tôt pour dire comment cela évoluera à plus long terme, mais il est étonnant que l'industrie ne s'oppose pas plus fermement aux tarifs douaniers imposés par Trump, du moins publiquement. Elle ne parle pas de ces tarifs, de ces droits de douane, mais on sait que cela hausse les prix des aliments dans plusieurs pays, dont les États-Unis notamment à cause de ces droits de douane de 40% par exemple sur le Brésil, qui porte sur le bœuf. C'est un problème aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays. Euh, le Canada aussi est soumis à des tarifs de rétorsion, donc ce problème ne va pas disparaître. Un autre sujet d'inquiétude est que les prix pourraient augmenter au-delà des niveaux justifiés par les droits de douane, car les firmes agroalimentaires mondiales pourraient reproduire les comportements observés pendant la pandémie de Covid-19 ou après l'invasion de l'Ukraine. Donc, augmenter leurs prix bien au-delà de la hausse de leurs coûts réels ou réduire les paiements à leurs fournisseurs parce qu'ils savent que dans une situation de chaos ambiant, elles peuvent profiter de la situation. La recherche a montré que les marges bénéficiaires, les hausses de prix dans les secteurs de la distribution alimentaire et des intrants agricoles ont dépensé l'augmentation réelle des coûts lors de ces épisodes, ce qui a contribué à l'inflation récente des prix alimentaires. Ce pouvoir des entreprises sur le marché, grâce à ce chaos, fait partie du pouvoir. Ça va au-delà des prix. Cela affecte l'élaboration de politiques. Et donc, troisièmement, ce que nous devons faire, c'est de mettre en place des actions. Les cadres volontaires ne sont pas suffisants. Ils retardent les actions et ces cadres volontaires de redevabilité ne portent que sur le modèle industriel. On ne va pas au-delà et c'est ce qu'on devrait faire. Donc, Michael a proposé certaines mesures, peut-être que je le répéterai, mais il faut renforcer les politiques de la concurrence pour empêcher les concentrations excessives et les abus de pouvoir de marché, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi via une coordination et des accords au niveau mondial.
Il faut bien sûr apporter du soutien aux traités mentionnés par Michael. Il faut mettre en place des règles claires et contraignantes sur les conflits d'intérêts, surtout les faire appliquer, aussi bien au niveau national que dans les institutions de gouvernance mondiale. La responsabilité des entreprises ne doit pas être volontaire. Il faut contrôler les conflits d'intérêts pour qu'il n'y ait pas une influence sur l'agenda mondial. L'initiative alimentation et le pouvoir du PNUD est un bon point de départ, mais elle a besoin de davantage de soutien au sein du système onusien. Et troisièmement, il faut mettre en place un soutien étatique fort aux structures économiques et modèles de production alternatifs dans les systèmes alimentaires, comme les marchés territoriaux, afin de réduire la dépendance aux chaînes de valeur dominées par les multinationales, et un soutien clair à l'agroécologie pour sortir d'un modèle basé sur les intrants industriels qui piègent les agriculteurs dans un étau prix-coût. Et je m'arrête là. Voilà. Merci Jennifer. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci pour cet exposé si édifiant. Bien. Alors, avant de passer à la session questions-réponses, nous avons encore un intervenant que je vais présenter, Jomo Kwam Sundaram, est représentant d'Ipes Food. Il est également chercheur au sein de l'Institut de recherche Khazan en Malaisie. Il a été professeur d'économie jusqu'en 2004, puis sous-secrétaire général des Nations Unies pour le développement économique de 2005 à 2015. Et à ce titre, il a organisé la deuxième conférence internationale sur la nutrition à Rome en 2014. Il va nous parler de la géopolitique et de l'instrumentalisation du commerce. Jomo. Merci beaucoup, Hala. Merci au MSCPA de m'avoir invité. Je vais présenter quelques arguments qui peut-être reprennent ce qui a déjà été dit, notamment par Jennifer, mais également par Michael. Entre autres, lorsque nous parlons des systèmes alimentaires, il est utile de penser aux trois phases des systèmes alimentaires. Premièrement, après la Deuxième Guerre mondiale, après l'étape de colonisation, il y a un nouvel accent qui est mis sur la sécurité alimentaire. L'objectif était, bien sûr, partait du point de départ de la famine provoquée par la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de personnes sont mortes, et non seulement en raison de la guerre, mais de la privation d'aliments. Donc la sécurité alimentaire est devenue une grande priorité. Et, et c'est là que les intérêts privés ont pris de l'essor. Des organisations de recherche ont révélé cela. La FAO a pris beaucoup d'importance, mais aussi d'autres institutions qui, notamment la CGIAR sur la recherche agricole. Et ensuite, il y a la révolution verte, le blé et le maïs et bien sûr le riz. Durant cette période, les questions alimentaires sont devenues très importantes, notamment durant les années 80. Et dans le système onusien, l'importance de la FAO s'est vue réduite car deux institutions liées à l'alimentation ont été créées, le Programme alimentaire mondial et l'IFAD. Ces deux institutions, notamment le Programme alimentaire mondial, a gagné beaucoup d'influence parce que elle avait il avait beaucoup de ressources provenant du système onusien. Donc à partir des années 80, nous avons une nouvelle étape. L'ajustement structurel imposé aux pays, notamment les pays d'Amérique latine et de l'Afrique, qui incluait un élément très important de libéralisation du commerce.
L'accent mis sur la sécurité alimentaire a pris fin et la sécurité alimentaire a pris une autre définition et qui incluait le commerce, entre autres. Un certain nombre d'institutions, à la fin du siècle, avaient déjà leurs propres index de sécurité alimentaire. Euh, et derrière ces indices, nous avons des grandes multinationales agroalimentaires. Donc, c'est un index classait les pays. Ensuite, il y a une période de contre-insurrection qui s'est propagée à partir de la fin des années 80. Donc, c'est là qu'on instrumentalise la faim de façon stratégique. Je vais vous parler de mon expérience au sein de la FAO. J'ai dû élaborer un rapport sur ce sujet euh, à propos de la Somalie. L'approvisionnement des aliments s'est arrêté en Somalie parce que on craignait que cela tombe dans les mains d'Al-Shabaab. Et la conséquence est que entre 200 et 300 000 personnes sont mortes. Et bien d'autres ont beaucoup souffert durant cette période. Voilà un seul exemple, le cas de la Somalie. Et bien sûr, il y a d'autres considérations à prendre en compte, mais il est important de reconnaître que dans la Corne de l'Afrique, ainsi que dans bien d'autres lieux dans le monde, l'alimentation est instrumentalisée. On prive l'ennemi de denrées alimentaires, mais bien sûr, une grande partie de la population en souffre. Ceci est très clair dans le cas de Gaza, bien sûr. Nous savons tous et toutes que les denrées alimentaires sont instrumentalisées à Gaza de façon cynique et notamment à travers la Gaza Humanitarian Foundation. Je vais passer maintenant rapidement à la nouvelle étape qui est associée aux actions de Donald Trump et à son élection. Trump 2.0 a imposé des droits de douane bien plus largement qu'auparavant. Ces droits de douane sont utilisés à des fins économiques, mais aussi directement à des fins politiques, notamment pour menacer d'autres pays, récemment l'Iran, la Russie, entre autres. Mais nous constatons également l'utilisation de ces droits de douane à des fins personnelles. Par exemple, pour faire libérer Jair Bolsonaro, l'ex-président brésilien, qui est traduit en justice en ce moment au Brésil. Donc, les droits de douane sont utilisés de façon très large. Ceci nous rappelle que nous faisons face à un problème très très grave. Il est important de faire une distinction entre ces trois étapes parce que euh, il pose des défis sur l'évolution des systèmes et c'est important que on reconnaisse cela. En guise de conclusion, concernant le sommet sur les systèmes alimentaires, je dirais que le rôle fondamental de ce sommet est soutenu par le système multilatéral. On essaie d'affaiblir, de marginaliser donc cette approche multilatérale onusienne et cela aura des conséquences futures sur les organes, les agences onusiennes et tout le système onusien. Donc je suis sûre que vous savez de quel problème je parle. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Jomo, pour cet exposé. Bien, euh, grâce au secrétariat, nous allons maintenant répondre aux questions du chat. Je vais commencer par la première question de Vincent Dobby.
qui demande s'il y a d'autres informations sur la coali- coalition disponible après l'UNFSS. Il y a, y a-t-il d'autres coalitions? Est-ce qu'il y a des mécanismes d'élaboration de rapports? Je ne sais pas si cette question s'adresse à un intervenant particulier ou si quelqu'un souhaite y répondre. Hala, je pense que je peux apporter une réponse partielle. Euh, je ne sais pas quelle est la situation exactement parce que c'est des conflits, mais bien sûr, ça dépend des États impliqués. Et il y a différents acteurs qui contribuent de différentes façons. Donc, je dirais que certains acteurs sont actifs, mais qu'il y a une grande confusion quant au système. Quelles sont ces coalitions? Comment elles s'inscrivent dans le contexte général? Et je n'aime pas utiliser le terme fragmenté, mais cela se propage dans la chaîne de prise de décision. Merci, Michael. Il y a une autre question concernant IPES Food et le MSCPA, si ces deux organes contribuent aussi à la coalition de l'agroécologie, même si ces deux entités ne participent pas au sommet, il faudrait s'assurer que la voix de l'agroécologie paysanne est entendue le plus possible au sein de l'UNFSS. Qui souhaite répondre à cette question? Je peux réagir au nom du MSCPA? Merci. Bien. Peut-être que le secrétariat du MSCPA pourra compléter mes propos, mais d'après ce que je sais, nous ne sommes pas impliqués directement avec la coalition de l'agroécologie, donc directement, mais nous sommes en contact étroit avec certaines personnes qui font partie de cette coalition. Disons que le monde est petit, le monde de l'agroécologie est petit, donc nous sommes en contact avec certaines personnes, mais nous ne sommes pas impliqués directement dans la coalition. Merci, Pauline. Ah là, je peux répondre au nom de IPES Food. Alors, certains membres du panel d'IPES Food font partie de la coalition pour l'agroécologie, hein. Il est important de se souvenir que ce groupe d'acteurs qui travaillent pour l'agroécologie précède le sommet. Alors, ce n'est pas une coalition qui a émergé du sommet, mais elle travaillait déjà avant la tenue de ce dernier. Il est aussi important de dire qu'il s'agit d'un groupe de travail qui a une représentation très importante en termes de pays. Ce sont des pays intéressés par la coopération pour promouvoir les priorités de l'agroécologie. Il compte également avec des organisations d'agriculteurs. Donc, il y a des caractéristiques qui font le distinguo par rapport à d'autres coalitions. Alors, elle n'est pas dirigée, par exemple, par des priorités menées par les entreprises, hein. Voilà, donc la coalition a d'autres caractéristiques. Elle a son propre mode de gouvernance et elle compte avec une participation d'autres acteurs. Je comprends également qu'il y a une coalition qui va promouvoir tous les droits du travail, et notamment, elle est active également et elle a une composition différente à nombre des coalitions qui dépendent d'un agenda
dictées par les entreprises. Merci, Sophia. Nous avons reçu une demande de la part de Ryan. Ryan souhaiterait exprimer son opinion. Ryan, est-ce que vous êtes par ici? Souhaiteriez-vous formuler votre commentaire sous la forme d'une question à laquelle pourraient répondre les présentateurs et présentatrices? Alors, je vous donne 2 minutes car il nous reste 1 heure pour le deuxième segment. Merci de me donner cet espace, hein. Alors, on a mentionné le cadre pour la responsabilité des entreprises. Alors, je suis un des pionniers de ce cadre pour la responsabilité. Vous pouvez peut-être vous présenter avant toute chose? Oui. Excusez-moi, je voulais parler rapidement car je n'avais que 2 minutes. Je représente la World Benchmark Alliance et je représente les personnes qui ont souhaité avoir un cadre sur la redevabilité des entreprises et nous avons soumis cela lors du deuxième bilan qui s'est passé à Rome la dernière fois. On a fait partie de ce processus. Jennifer a mentionné la session qui se tiendra à Addis Abeba la semaine prochaine et j'en serai. Alors, je souhaitais parler de ce processus de redevabilité et d'une manière générale, comment cela entre en lien avec le sommet. Alors, ce processus, eh bien, au tout départ, il y avait une nécessité d'avoir un consensus entre la société civile, le secteur privé, des entités onusiennes et le cabinet du secrétaire général des Nations Unies. Donc, pendant ces 2 ans, on a réalisé des avancées, on a discuté de matrices, on a travaillé avec des OSC pour savoir sur quoi on pourrait se mettre d'accord. Donc, disons 5 matrices sur lesquelles devraient s'aligner les gouvernements. Car si vous voulez bombarder avec 50 points, cela ne fonctionnera pas. Alors, cela a fait l'objet d'un veto en raison du lobby euh, réalisé par les entreprises. Alors, j'ai entendu qu'on critiquait le pôle ici, le hub. Vous pouvez aller sur YouTube et regarder qui est le directeur du Food System Hub, hein, du pôle de coordination des systèmes alimentaires. Alors, j'ai fait une intervention au Brésil il y a quelques temps et justement, on a appelé ces acteurs. Le processus est basé sur un consensus et je sais qui a fait ce lobbying et je sais ce qui s'est fait également lors du dernier sommet. Et je ne suis pas contre ce que vous disiez par rapport à l'influence des entreprises sur le processus, mais les Nations Unies, donc l'entité du pôle notamment, a défini ceci comme faisant l'objet d'un consensus avec le secteur privé, car il risque d'y avoir un lobby s'il n'y a pas d'accord. Alors il y a des conflits d'intérêts, bien sûr. Il faudrait travailler sur cette question de l'implication, mais ce n'est pas comme cela qu'on peut gagner. Et j'aurais une question pour les intervenants. Alors, on peut dire en effet qu'on ne veut pas parler avec le pôle, qu'on ne veut pas aller au sommet, qu'on se met sur le côté, mais qui s'assoit à la table de ces entreprises au quotidien et parle avec les investisseurs, ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Quelle est l'alternative que vous proposez au-delà d'un changement systémique du monde entier? Donc, comment avancer si on souhaite exclure de la conversation ceux qui font du mal à la planète? Je pense qu'il faut éviter de poser un veto sur un peu tout et je vais rester là pour le moment. Merci, Ryan. Qui souhaite réagir depuis le panel? Alors, 3 demandes de parole. Je vais commencer avec Jennifer. Alors, merci, Ryan. Merci pour cette contribution. Alors, vous avez parlé du processus et de ce qui s'est passé par le passé. Je vous ai entendu.
Vous dites qu'il faudrait reconnaître le fait que le pôle a essayé de promouvoir un mécanisme de redevabilité. Et même dans ce contexte du moment de bilan, cela a eu très peu d'influence sur les priorités de la réunion. Il y a eu très peu de contrôle également sur les sessions. J'aimerais pouvoir comprendre les différences entre l'organisation du côté de l'UNFSS et ce qui se fait du côté du cabinet du secrétaire général et de l'autre, le pôle. On a parfois tendance à faire l'amalgame entre les deux et c'est faux. Il faut pouvoir voir ce qu'il se passe à New York. La personne responsable du pôle a essayé de faire avancer les choses sur cette question. Il a été assez frustré de voir que l'industrie n'appréciait pas ses efforts pour travailler sur la question du pouvoir des entreprises. Alors, je crois que c'est un point qu'il faudra également aborder. Il faudra également comprendre cet élément. Michael, je ne sais pas qui avait demandé la parole avant. Merci, Hala. Merci, Ryan. J'étais impliquée depuis le départ. Je pu faire des réunions avec Agnès Kalibata, avec le secrétaire général régulièrement également. Et les acteurs du pôle ont perdu beaucoup de crédibilité et ils le savent. Donc, il faut pouvoir savoir qu'on a dû lutter pendant 2 ans, pendant le Covid, pour veiller à ce que la crise alimentaire et le Covid soient intégrés à l'agenda, aux priorités. On a dû lutter pour obtenir un petit espace sur le droit à l'alimentation. Cela a vraiment été très difficile. On a dû traiter directement au quotidien avec le Forum économique mondial, comme vous l'avez fait. Donc, pourquoi est-ce que je devrais parler avec Pepsi et avec Coca-Cola? C'est absurde. Alors, ils nous ont fait perdre notre temps pendant 2 ans. Ils ont perdu toute crédibilité, toute légitimité. Et j'ai eu le privilège de voir les débats en interne au niveau de la société civile. Il y avait différentes positions. Des personnes ont participé, d'autres ont décidé de ne pas y aller. Et quelles sont les alternatives de la société civile? C'est une question qui aurait pu avoir une réponse dans le cadre du sommet. Il aurait fallu pour cela que le processus fasse de l'espace pour pouvoir traiter ces questions sur la base d'un consensus de manière ouverte et constructive. Alors au Liban, on entend souvent que Coca-Cola a autant de pouvoir que nos gouvernements. Donc il faut ménager un équilibre et les États, les détenteurs de droits doivent avoir le même pouvoir pour justement rééquilibrer un petit peu ce rapport de force. Alors, ce n'est pas une négociation ici, hein. On est face à des entreprises qui veulent faire des performances. Alors, j'apprécie le travail que vous avez réalisé. Il a été difficile, mais il faut reconnaître les rapports de force en puissance ici. Nombre d'entre nous sommes engagés en bonne foi. Je l'ai fait pendant 2 ans et ensuite j'ai commencé à voir que je perdais mon temps et j'ai vu qu'il y avait des espaces au niveau desquels je pouvais être plus constructif et ça a été vrai. J'ai été plus productif au niveau du CCA, au niveau de la FAO, même au niveau de l'Assemblée générale. Je vois plus d'attractions, plus d'idées qui sont à l'heure actuelle débattues par rapport à ce qui peut se faire au niveau de ce processus du sommet. Alors, cette tactique que vous avez mentionnée, Ryan, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas et on l'a vu déjà par le passé. Il faut pouvoir utiliser les principes directeurs comme un point de départ et il faut aller ensuite au-delà de ces principes, hein. Nous avons besoin de quelque chose qui puisse attirer l'attention, attirer la dynamique, un traité ou autre chose. C'est là-dessus qu'il faut tabler la conversation. Merci, Michael. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent au niveau du chat. Il est difficile de suivre tout ce qui se dit. Et si vous souhaitez également exprimer vos opinions, surtout, n'hésitez pas.
car il y a également une nécessité de procéder à l'interprétation de vos remarques. Jenna, alors, il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce qui a été dit par Jennifer et par Michael, mais au nom du grand groupe, je crois que nous pouvons dire également que nous nous sommes engagés en toute bonne foi. Mais la réalité est la suivante. Il y a une destruction des processus ancrés dans la productivité. On n'arrive pas à pouvoir intégrer nos priorités aux agendas. Michael a mentionné sa volonté d'intégrer le droit à l'alimentation qui a été réduite et nous n'avons pas pu non plus participer à la consultation de Bangkok. Nous sommes là pour nous engager en toute bonne foi. On veut être constructif, on veut être diplomate en toutes circonstances. On comprend qu'il faut également travailler avec des gens qui pensent autrement. Il faut également participer dans le cadre d'une voie constructive. C'est ce que nous appelons. Nous appelons justement à la nécessité d'avoir un engagement productif. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici réunis dans ce webinaire. Merci Jenna. Pauline. Merci beaucoup. Je voulais réagir aussi. Moi, je pense que c'est un problème en soi, en fait, hein, d'avoir le secteur privé dans le tour de table. Parce qu'aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a besoin de réguler le secteur privé et sur plein d'aspects différents. Sauf que quand ils sont dans le tour de table, c'est rarement le cas ou c'est très peu le cas. Et ça nous empêche en fait d'avoir ces discussions qui sont essentielles en termes de régulation du secteur privé. Euh, et puis, je crois que le secteur privé, en fait, ne manque pas de moyens pour faire du lobbying et ne s'en prive surtout pas. Est-ce que vraiment il faut mettre de l'argent public pour leur offrir un boulevard, organiser des événements pour leur offrir un boulevard, en fait, pour influencer un certain nombre de choses? Moi, j'en suis vraiment, vraiment pas persuadée. Merci Pauline. Alors, nous sommes un petit peu en retard. Je crois que nous souhaitons maintenant passer au deuxième segment de ce webinaire. Avant de poursuivre, il y a peut-être une paire de questions auxquelles nous pourrons répondre lors du moment consacré aux questions-réponses à la fin de ce deuxième segment. Si votre question n'a pas fait l'objet d'une réponse, surtout restez avec nous, on essaiera d'y répondre à la fin de cette réunion. Je souhaite maintenant donner la parole à Sophia, qui va poursuivre avec la modération lors du deuxième segment. Merci beaucoup, Hala. Merci à l'ensemble des panélistes pour ce premier segment. Je crois que nous avons participé à des débats et des présentations riches. Alors, nous avons déjà entendu quelques idées sur que faire, que devons-nous faire maintenant. Je crois que l'un des points qu'il convient de souligner ici est la clarté qui doit être la nôtre pour avoir des propositions et des solutions systémiques. Il ne suffit pas d'avoir un CSA ou une FAO assumer le problème de la concentration et du contrôle des entreprises sur les systèmes alimentaires. Je crois que c'est notre première tâche. Et je crois que les panélistes vont répondre à cette question. Je crois qu'il va falloir travailler sur divers fronts, sur plusieurs fronts. Le droit pénal, national, international. On a mentionné par ailleurs les conflits d'intérêts, la mainmise des entreprises. Il s'agit là de points pour lesquels les espaces de prise de décision doivent être exempts d'influence de la part des entreprises. On a mentionné également que le programme des Nations Unies pour le développement a lancé une initiative qui va aborder la question du pouvoir au sein des systèmes alimentaires. Donc, on entend plusieurs idées, mais maintenant, on va justement avoir un deuxième segment. On va entendre d'autres idées. Nous allons parler de la question de l'autoritarisme. Quelqu'un dans le chat a
demander comment exiger des choses de nos gouvernements qui sont empreints d'autoritarisme, comme le gouvernement de Trump. Comment convaincre ce type de gouvernement de nos priorités? C'est une question importante. Nous vous invitons toujours et encore à écrire vos questions et vos commentaires dans le chat. On va les compiler et à la fin des présentations, nous allons procéder à un moment de questions-réponses. Nous allons maintenant entendre Victor Suarez. Victor occupe actuellement le poste de chef du bureau du procureur agraire du Mexique, ingénieur agronome de formation. Il possède une vaste expérience du développement rural et du droit agraire. Il a précédemment occupé le poste de sous-secrétaire d'État à l'autosuffisance alimentaire auprès du ministère mexicain de l'Agriculture et du Développement rural, où il a promu des politiques en faveur de la souveraineté alimentaire et des petits producteurs. Axé sur la justice sociale et la durabilité, son travail est centré sur la régularisation des terres et la défense des droits des paysans. Reconnu pour son engagement en faveur des campagnes mexicaines, il allie expertise technique et vision sociale. Victor, que fait à l'heure actuelle le gouvernement mexicain pour faire face à cette mainmise des entreprises? Merci, chers amis. J'apprécie l'invitation du mécanisme de la société civile et des peuples autochtones à ce dialogue pour nommer et surtout construire des actions urgentes et efficaces de la part des mouvements sociaux et des gouvernements progressistes pour sortir l'éléphant de la pièce, hein, et rendre possible la transformation des systèmes alimentaires du point de vue des droits humains, de la souveraineté des peuples et des nations, du multilatéralisme militant, du respect du droit international et de la cessation immédiate du génocide en Palestine et des guerres, des blocus et des sanctions unilatérales à travers la planète. Je considère cohérente la décision du mécanisme de ne pas participer au prochain sommet de l'ONU sur les systèmes alimentaires et à son moment de bilan, et de promouvoir plutôt une critique profonde de l'absence de changement réel face à l'influence croissante des entreprises et à l'unilatéralisme décadent, militariste et proto-fasciste. L'heure est à l'unité des mouvements sociaux et des gouvernements progressistes face à la barbarie et au fascisme. Depuis le Mexique démocratique, progressiste et anti-néolibéral qui a percé en 2018 avec la victoire du président Andrés Manuel López Obrador et du mouvement dit de la quatrième transformation et qui se poursuit depuis 2024 avec la victoire de la première femme présidente du Mexique, Madame Claudia Sheinbaum Pardo, des progrès sont réalisés dans la construction de systèmes alimentaires équitables, sains et durables, basés sur l'agriculture paysanne, l'agroécologie, la souveraineté alimentaire et la fin de la mise du pouvoir économique sur le pouvoir politique. Il convient de mentionner que tout cela a été possible grâce à la confluence des mouvements sociaux et des gouvernements progressistes de la quatrième transformation qui ont permis de remporter largement les élections présidentielles, d'obtenir une majorité qualifiée dans les chambres des députés et des sénateurs et 24 des 32 gouvernements locaux. Depuis le Mexique, nous allons donc partager notre réponse face à la mainmise des entreprises. En dépit de la résistance acharnée du lobbying et du lobbying des entreprises nationales et étrangères, les résultats suivants ont été obtenus. 1. Réforme constitutionnelle visant à interdire la plantation de maïs génétiquement modifié afin de protéger la diversité génétique du maïs autochtone et la santé de la population. 2. L'étiquetage d'avertissement frontal sur les aliments ultra transformés et les boissons contenant des sucres ajoutés afin de garantir le droit à l'information. Décourager la consommation d'aliments malsains et promouvoir une reformulation massive des produits afin de réduire ou d'éliminer les sucres, le sodium, les graisses saturées et les graisses trans. 3. Des taxes saines sur les boissons sucrées et les aliments malsains afin de réduire la consommation et d'affecter les ressources fiscales à des programmes d'alimentation saine et à l'accès à l'eau potable. 4.
Approbation de la loi générale sur l'alimentation adéquate et durable qui réglemente le droit constitutionnel à l'alimentation sur la base d'une approche fondée sur les droits humains, les droits des paysans et paysannes, la transition agroécologique, les réserves stratégiques d'aliments et de semences, les marchés publics, l'étiquetage des aliments contenant des organismes génétiquement modifiés, les marchés locaux et la mise en place d'un système interinstitutionnel de santé, d'alimentation et d'environnement, présidé par la présidence du Mexique. Ces mesures constituent un contrepoids à l'agriculture de la révolution verte et au système alimentaire ultra transformé. 5. Réformes constitutionnelles pour reconnaître les droits des peuples autochtones et afro-mexicains à l'autodétermination, à la reconnaissance en tant que sujet collectif de droit public et à une autonomie conformément à leur propre système normatif. Réduction de 11 millions de personnes vivant dans la pauvreté entre 2019 et 2024. Il s'agit de données de la Banque mondiale grâce à une politique d'aide sociale régie par le principe pour le bien de tous, en premier lieu des pauvres, qui canalisent des transferts fiscaux directs sans intermédiaire à 25 millions de personnes. Les programmes suivants se distinguent. Pension pour les personnes âgées, pension pour les personnes handicapées, bourse d'études, jeunes qui construisent l'avenir, production pour le bien-être. En outre, le salaire minimum a été augmenté de 135% entre 2019 et 2025. 7. Réforme visant à élever les programmes d'aide sociale au rang constitutionnel. C'est le début de la transformation des systèmes alimentaires au Mexique. La lutte ne fait que commencer. Des progrès sont réalisés lorsque nous gouvernons avec le soutien du pouvoir populaire et que nous mettons un frein à la mainmise des entreprises et au conflit d'intérêts. Cependant, cette transformation a été compliquée par le nouveau scénario mondial. Unilitarisme décadent, guerre commerciale en violation du droit international, soutien du soi-disant Occident au génocide perpétré par le régime sioniste, multiplication des guerres, un complexe militaro-industriel américain qui exige des augmentations insoutenables des dépenses militaires. Face à cela, l'unité et la mobilisation des mouvements sociaux et des gouvernements progressistes sont urgentes. Sans eux, il n'y aura pas d'avenir pour l'humanité. Les actions proposées sont les suivantes. Appeler les mouvements paysans, autochtones et de pêcheurs, ainsi que les gouvernements progressistes à une action mondiale unifiée pour mettre fin au génocide du peuple palestinien, pour une trêve dans tous les conflits armés et pour une véritable transformation des systèmes alimentaires loin de l'influence des entreprises. 2. Se rassembler avec une détermination totale lors de la deuxième conférence internationale sur la réforme agraire et le développement rural convoquée par les gouvernements de la Colombie, du Brésil et du Mexique, entre autres, qui se tiendra à Cartagena en Colombie en février prochain. 3. Plaider pour l'établissement d'un protocole au sein des Nations Unies et de ses agences afin d'empêcher le contrôle des entreprises et les conflits d'intérêts. Et je terminerai en disant que le moment est venu de nous unir, de nous mobiliser. Autrement, nous tomberons dans une imposition de la barbarie au niveau de la planète. Je vous remercie. Très bien. Je vais maintenant présenter Moïse Membe, qui est agriculteur et juriste au Cameroun. Il est spécialisé en droit de l'environnement, gestion durable et des ressources naturelles et protection des droits des communautés locales et des peuples autochtones. Il a étudié à Limoges et il a des années d'expérience dans la défense des droits populations rurales à l'échelle locale, nationale et internationale. Il possède une solide connaissance des droits à l'alimentation, à la terre et des droits connexes. Il fait partie du MSCPA.
Il a élaboré des observatoires ainsi le mouvement de la jeunesse concernant la redevabilité des entreprises. Moïse, vous avez 7 minutes. Merci Sophia de me passer la parole. Salut à tous. Donc, je vais parler du rôle des instruments du Comité sur la sécurité alimentaire mondiale pour lutter contre la mainmise des entreprises et et leur pouvoir donc dans les systèmes alimentaires. Peut-être que je vais d'abord devoir rappeler, et certains prédécesseurs l'ont suffisamment relevé pour que je ne m'étende pas trop là-dessus, le fait que cette mainmise est la conséquence d'un certain nombre de facteurs comme le modèle économique néolibéral dans lequel nous sommes, où la recherche effrénée du profit l'emporte sur l'humanité, où il y a une tendance au mépris des droits de l'homme en général et des droits des communautés en particulier, l'être humain comptant beaucoup moins que l'argent qui est recherché. Le contexte est également marqué par une certaine opacité dans les systèmes financiers et la gouvernance des terres et des ressources naturelles, ce qui entraîne l'impossibilité ou à la limite la difficulté de suivre les flux financiers dans l'agro-business. Et les avancées technologiques qui sont vantées ça et là contribuent malheureusement à bien des égards à reléguer l'homme au second plan avec des paysans qui deviennent de plus en plus des exécutants, voire avec un certain rejet de l'agriculture familiale. Donc ces facteurs vont entraîner des conséquences, des manifestations diverses. On observe par exemple un visage de cette mainmise des entreprises réside dans le fait que 2 tiers des semences ou du marché des semences industrielles et pesticides, par exemple, est contrôlé par seulement 4 entreprises, ou encore des éléments comme la terre et la nourriture qui sont utilisés comme des actifs financiers, comme des marchandises pour le plus grand bonheur donc des acteurs de la finance. Un visage également de cette mainmise est représenté par la généralisation de l'accaparement des terres et de la monoculture, avec 4/5 des terres qui sont revendiquées par les peuples autochtones comme des locaux qui ne leur sont pas reconnus légalement, avec 70% des terres agricoles du monde qui sont contrôlées par seulement 1% des sociétés et des particuliers propriétaires de ces terres. Un autre visage, c'est le panier de la ménagère qui rentre sous l'influence d'une minorité et des manières de l'agroalimentaire parce que ces sociétés qui contrôlent donc ce que nous consommons, qui produisent, du moins qui ne produisent pas nécessairement, mais qui euh, contrôlent ce qui doit être consommé, finalement influence négativement le panier de la ménagère avec des produits qui ne sont pas nécessairement sains et qui n'ont pas nécessairement des conséquences euh, positives sur le- la biodiversité et le climat. Maintenant, quelques produits du CSA peuvent contribuer. Malheureusement, il y en a beaucoup et on ne peut pas les citer tous. J'ai notamment ressorti les directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux forêts et aux pêches dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, donc les VGGT, qui, entre autres, présente la caractéristique de mettre la sécurité foncière des communautés locales et des peuples autochtones euh, au centre, de les mettre de mettre cette sécurité comme pilier de cette directive, de mettre également au centre de la gouvernance des terres et des ressources naturelles des principes comme celui de la transparence et de la redevabilité qui sont essentiels pour engager la responsabilité de ces entreprises monopolistiques. Et les VGGT également présentent la caractéristique d'offrir un certain nombre d'orientations pour des cadres juridiques nationaux. Je pourrais y revenir sur quelques euh, illustrations tout à l'heure. À côté des VGGT, je retiens également les recommandations politiques sur la participation et l'employabilité des jeunes dans l'agriculture et les systèmes qui ont été adoptés en 2022. Fournissent un certain nombre d'orientations pour l'accès des jeunes à la terre et aux autres ressources.
qui fournissent des orientations pour garantir l'optimisation des activités agricoles des jeunes ou encore des orientations pour le respect des droits des jeunes et de l'égalité dans l'agriculture et les systèmes alimentaires. Ces instruments, ces produits sont d'autant importants qu'ils constituent donc des instruments concertés qui placent les États au centre de la décision et des attentes. Au contraire, par exemple, du UNFSS que nous décrions aujourd'hui, le CSA a la caractéristique d'être un espace intergouvernemental où nous apprécions au passage le rôle qui est attribué à la société civile, aux paysans, aux communautés de manière à travers le mécanisme de la société civile et des peuples autochtones. Cela entraîne une autre conséquence qui est que cela offre donc une base concertée. Ces instruments offrent en tout cas une base concertée pour des politiques publiques nationales et régionales. Si je reviens par exemple au PGGT dont je parlais tout à l'heure, les, les réformes, pas mal de réformes à travers le monde et notamment en Afrique, du foncier sont impulsés, sont en cours sur la base des directives volontaires. Un des cas auxquels je collabore de près est celui du Cameroun, par exemple, où un processus est en cours pour l'élaboration d'une politique foncière nationale inclusive et les VGGT font office d'instruments de référence avec d'autres pour travailler dessus. Et de manière plus large, cela inspire le processus de réforme foncière en cours. Des initiatives pareilles sont en cours au Tchad, au Niger, en République centrafricaine et dans pas mal d'autres pays où les directives volontaires constituent effectivement un- une base de référence pour la réforme, pour des réformes sensibles à ces communautés qui vivent sur de la terre, de dans le moyen. Je voudrais quand même, avant de finir, un certain nombre de limites de ces produits qui résident notamment dans le caractère volontariste euh, de ces produits parce que ce sont en général pas des instruments contraignants. Donc, dans, dans la société, dans les instruments contraignants ont tout de mal à être mis en œuvre à plus forte raison lorsqu'ils ne le sont pas. Et il y a également la faible connaissance de ces produits par les parties prenantes. Donc, du coup, en termes de pistes d'action, je recommande en gros une divulgation, une vulgarisation plus importante de ces produits, de sorte qu'ils continuent à faire office de base pour les réformes foncières. Mais cette action, c'est un appel à la prise de responsabilité. Euh, En fin de compte, c'est eux qui ont la responsabilité de veiller au mieux-être des populations et c'est pour ça que nous tenons à ce que euh, à rejeter l'emprise des entreprises parce que il est important que le joueur tant que l'argent soit, est-ce que là c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Oui. Donc, je ne sais plus à quel moment je me suis arrêté. Bon, en tout cas, je relevais donc le point sur euh, l'importance de la domestication donc des des instruments, des produits du Comité sur la sécurité alimentaire mondiale, de sorte qu'ils servent donc de référentiel de base pour les réformes à tous les niveaux, au niveau local, au niveau national et au niveau régional, pour des politiques et pour un cadre juridique qui soit de nature à favoriser une meilleure jouissance du droit à l'alimentation dans nos pays, et bien entendu avec un rôle central attribué aux jeunes. Donc, enfin,
j'évoquerai l'intérêt d'un instrument contraignant et je s'inscrira à la suite de mes prédécesseurs et je ne vais pas m'étendre davantage parce que je sais que Pierre, qui viendra après moi, élaborera là-dessus. Mais il est important d'avoir un instrument international suffisamment, un instrument international contraignant qui renforce la redevabilité des entreprises. Encore plus dans notre contexte, euh, je parle surtout du Grand Sud où les États sont relativement euh, sont encore plus faits face à ces entreprises qui ont une emprise notable et qui sont capables de faire ou de défaire les gouvernements. Il est important qu'il y ait un système supra-étatique qui permette, auquel les communautés, les paysans peuvent se référer lorsque leurs droits sont violés, comme cela est très souvent le cas en marge des opérations agro-industrielles. Donc, il est important, je vais appeler à cela pour conclure, que l'on élabore, que cet instrument qui est en cours de négociation au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies soit élaboré et que ce processus de négociation soit participatif et inclusif et qu'il associe donc les personnes les plus touchées par la faim et la malnutrition et qu'il cesse de faire le lit aux, aux entreprises, aux bourreaux. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup Moïse pour cette présentation concernant les politiques déjà élaborées par le CSA et qui pourraient défaire la mainmise des entreprises sur nos systèmes alimentaires. Très bien. J'aimerais maintenant céder la parole à la dernière personne qui va intervenir dans ce deuxième segment. Euh, Moïse vient de terminer sur le fait qu'il faut mettre fin à l'impunité des entreprises et les rendre responsables de tous les dégâts sociaux et environnementaux et toutes les vulnérations des droits humains. Euh, donc, je vais donner la parole à Pierre Maison. Il est membre de la Confédération paysanne en France, qui fait partie de la Via Campesina. Il est producteur de lait et il élabore des fromages avec un label de qualité de la Haute-Savoie. Il a été membre du comité national de la Confédération paysanne pendant près de 10 ans et il a également siégé au comité de coordination de la coordination européenne de la Via Campesina. Il a participé aux négociations de ce traité contraignant concernant les entreprises multinationales et les droits humains. Et donc aujourd'hui, nous l'avons invité pour qu'il nous parle de la situation des négociations et pourquoi il est tellement important que ce traité soit promptement adopté au sein du Conseil des droits de l'homme afin de mettre fin à l'impunité des entreprises. Vous avez 7 minutes, Pierre. Bonjour, merci Sophia. Il existe une relation étroite entre les problèmes causés par les activités des sociétés transnationales et le travail pour transformer nos systèmes alimentaires. C'est le cas pour des raisons évidentes. Les STN agro-industriels sont les principaux acteurs des systèmes alimentaires d'aujourd'hui et elles exercent un pouvoir monopolistique sur les chaînes alimentaires aux dépens des paysans et des paysannes. En général, nous pouvons dire que les pratiques des sociétés agro-industrielles sont en contradiction flagrante avec des systèmes alimentaires véritablement durables et équitables, et donc aussi avec des dispositions de l'UNDROP, le premier cadre juridique qui consacre les droits des paysans dans le droit international. L'élaboration de cette déclaration s'est donc faite dans la perspective d'établir des normes juridiques solides pour lutter contre le pouvoir des entreprises en fournissant aux paysans un ensemble concret de normes et de principes à utiliser pour défendre les pratiques de l'agriculture familiale et avancer dans la transformation des systèmes alimentaires. Par exemple, la déclaration exige que les États prennent des mesures
à l'égard de ces entités pour s'assurer qu'elles respectent et renforcent le droit des paysans et des paysannes et autres personnes travaillant dans les zones rurales. Mais il existe beaucoup d'autres domaines dans l'UNDROP qui sont liés à ces questions relatives aux entreprises. L'article 17 qui consacre le droit à la terre et aux autres ressources naturelles et reconnaît le droit des paysans d'accéder à la terre et aux autres ressources et de les utiliser, de les gérer afin de s'assurer un niveau de vie adéquat, un endroit où vivre dans la sécurité, la paix, la dignité, et de développer leur culture. L'accès à la terre et à l'eau, aux forêts et au pâturage est l'un des problèmes les plus importants auxquels sont confrontées les populations rurales, car elles sont souvent privées d'une distribution adéquate et de réformes agraires. Et à ce titre, les sociétés transnationales s'emparent des terres arables pour les consacrer à certaines cultures qui font pour exporter et faire des profits commercialement rentables, l'élevage ou simplement de la spéculation. La reconnaissance du droit à la terre et sa mise en œuvre signifie que les paysans peuvent revendiquer devant les tribunaux contre tout type de tentative d'expulsion de leur territoire, par exemple, ou qu'ils peuvent les utiliser pour inciter les autorités à encourager des réformes agraires et de redistribuer les terres. L'article 19 sur le droit au semence est également très important dans le contexte de lutte contre les entreprises. En effet, les STN, les agro-industries, posent des défis et des problèmes majeurs en ce qui concerne l'imposition des semences industrielles dans les zones rurales. Un groupe de STN impose son pouvoir monopolistique sur les semences agricoles. Elles imposent leur sélection à leur prix. Les paysans sont contraints d'utiliser les semences industrielles, devenant ainsi dépendants des intrants nécessaires, engrais, pesticides. L'autre conséquence est la perte critique de biodiversité et la standardisation. De plus, ces pratiques sont protégées par des lois contraignantes au niveau national, les conventions ADPIC et l'UPOF. D'autres droits sont aussi reconnus dans cet instrument. Ils peuvent aujourd'hui être brandis par les mouvements sociaux et les organisations pour faire face au pouvoir des entreprises. Je ne vais pas m'étendre dessus. L'article 2K de l'UNDROP aborde la question des accords de libre-échange qui sont utilisés par les STN pour gagner des parts de marché et s'emparer des États au détriment des droits des paysans. Selon cet article, les États sont tenus d'élaborer, d'interpréter et d'appliquer les normes et accords internationaux conformément à leurs obligations en matière de droits des paysans et des paysannes. Bon, pour conclure, il peut sembler que je n'ai pas parlé beaucoup du traité contraignant en matière de droits de l'homme pour les sociétés transnationales. C'est un traité qui est toujours en négociation après 10 ans. Mais il est clair que l'avènement de ce traité contraignant sera d'une grande aide pour faire respecter par les sociétés transnationales les droits des paysans. Oui, ok. Mais il est clair que l'avènement de ce traité contraignant sera d'une grande aide pour faire respecter par les sociétés transnationales les droits des paysans et des paysannes inclus dans l'UNDROP. En fait, l'UNDROP, c'est une déclaration non contraignante. Et ce traité contraignant pourra évidemment, sera une aide précieuse et ainsi rendre les systèmes indépendants les systèmes alimentaires plus indépendants des transnationales de l'agro-industrie. J'ai pas tellement axé les négociations, mais je peux en dire deux mots. Au mois d'octobre, il y aura le 11e groupe de travail euh, par rapport aux négociations. Et en fait, on a aussi un peu le même problème de mainmise des entreprises sur ces négociations, puisque les entreprises sont représentées en général à ces négociations, ce que nous, on dénonce à chaque fois. Où ça en est maintenant, on a eu à partir du 10e groupe de travail, il y a eu 5 experts qui ont été nommés. On a aussi 5 experts et aucun expert vraiment de la société civile qui a été retenu. Et dont une experte qui a des liens évidents, on a dénoncé ça, qui a des liens évidents avec les entreprises. Voilà. Donc, on a eu cette année on a eu 5 intersessions à Genève, 5 jours d'intercession pour essayer d'aborder certains points avec l'aide des experts. Malheureusement, les 2 derniers jours, c'était en même temps que
l'Organisation mondiale du travail, l'OMT, l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du travail, et la plupart des délégations des pays du Sud avaient donné la priorité à cette Assemblée générale. Et c'était un peu dommage bon, ils n'étaient pas en force pour défendre ce traité, parce que en réalité, c'est quand même les pays du Nord en général qui travaillent d'arrache-pied pour affaiblir le traité, pendant que d'une façon générale, les pays du Sud global veulent un traité réellement contraignant. Et l'Europe joue un rôle et qui n'a pas de mandat d'ailleurs, mais elle joue un rôle qui à notre goût n'est pas très bien, parce elle a émis des directives la diligence raisonnable, et elle met ça en avant, alors que nous on veut un traité. C'est plutôt une façon les entreprises doivent prouver qu'elles font c'est plus des moyens que des résultats, quoi. Elles doivent prouver qu'elles font le maximum pour respecter les droits de l'homme, mais si elles ne respectent pas les droits de l'homme, très peu de choses est prévu pour apporter des réparations ceux dont les droits sont violés, et aussi et mettre en leur responsabilité directe, mettre des responsabilités directes aux entreprises. Donc, on en est ici, c'est un pas en avant, deux pas en arrière, mais voilà pour faire court sur l'état des négociations, parce que je pense que j'ai dû dépasser mon temps. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour cette présentation. Comme mentionné, il y a toute une complexité au niveau de ces négociations, au niveau du Conseil des droits de l'homme. Je crois qu'il nous reste très peu de temps et deux personnes ont demandé la parole. Je crois que nous allons donc prendre ces deux demandes. Je souhaite donner la parole d'abord à Jean Bosco, un Tyrande. Je vous invite à être bref, peut-être une minute ou deux. Nous avons très peu de temps. Jean, puis Dionisio. Pour moi, ce que je peux dire ou contribuer à cette session, c'est que si on analyse les agriculteurs ne sont pas consultés lorsque ils veulent cultiver ou bien ils veulent produire quelques, 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 euh, quelques aliments. Surtout que les États
euh, euh, fait tous, fait toutes les activités, que ce soit l'agriculture, l'élevage sous forme de poétisation. Donc, les mesures sont prises sans consulter toutes les parties prenantes qui contribuent dans le domaine de l'agriculture. Surtout, peut-être qu'on peut dire que c'est la classe des dominés qui fait quoi, qui impose ce que les peuples blancs peuvent faire dans le domaine de l'agriculture. Ce qui impacte d'une part ou d'une autre sur le droit des agriculteurs. Surtout que même les industries agroalimentaires, et la plupart des capitaux sont investis par des dirigeants, des dirigeants ou des gouvernants, ce qui font que des mesures contraignantes sont imposées pour les peuples qui travaillent dans le domaine de l'agriculture. Surtout, je peux donner par exemple au Jan, Burundi. Ah oui. disculpa, ¿puedes ir por favor finalizando? Porque, Pardon, como digo, ya excusez-moi, se termina. pourriez-vous conclure parce que, comme je l'ai dit, nous n'avons que quelques minutes. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Merci. Je donne la parole maintenant à Dionisio. Merci beaucoup, Dionisio Canawi du Guatemala. Je suis membre du peuple maya et du comité de coordination du mécanisme de la société civile et des peuples autochtones. Je ne vais pas allumer ma caméra parce que j'ai une faible connexion Internet. Concrètement, en ce qui concerne les peuples autochtones, et nous avons écouté longuement parler sur l'impact qu'ont les entreprises. J'aimerais dire brièvement que les entreprises font une autorégulation et qu'ont fait les entreprises vis-à-vis des peuples autochtones? Eh bien, de tout. On a volé les terres des peuples autochtones. Les entreprises leur ont volé leurs ressources en eau et leurs connaissances parce que elles se sont appropriées ces connaissances sans reconnaître le crédit dû aux peuples autochtones. Par exemple, l'eau et les rivières. Les entreprises détournent les rivières pour les cultures de palmes, pour produire de l'énergie électrique. Elles volent les terres des peuples autochtones pour des activités minières. Donc, comment peut-on dialoguer, échanger avec ces entreprises en tant que peuples autochtones si les États eux-mêmes n'interviennent pas? Et pour terminer, j'aimerais attirer votre attention sur la cooptation des mécanismes des organisations des Nations Unies par le biais de la création d'agences de leadership qui affaiblissent les droits des titulaires de droits, comme cela a été évoqué dans le cas des jeunes. C'est ce que nous avons vécu lors d'une interaction avec l'UNESCO. On parle en de bons termes de l'UNESCO, mm, au détriment des peuples autochtones. C'est une tendance générale du système onusien. Ensuite, j'aimerais revenir sur les organes des traités parce qu'ils sont contraignants pour les gouvernements qui ont pris ces responsabilités. Par exemple, en ce qui concerne les droits économiques, civils et sociaux, eh bien, il y a eu des impacts, notamment concernant l'accès des migrants à l'alimentation. Donc, je suggère que le comité des droits des migrants et de leurs familles pourrait partager son expérience sur
le lien entre l'alimentation et la migration et la responsabilité des États. Merci pour votre attention et merci pour cette réunion d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Dionysia. Et Juan aussi souhaite prendre la parole. Vous avez 30 secondes. Merci beaucoup, Sophia. Ça a été formidable. Donc, 4 points rapides. Premièrement, les alliances. Les défis qui nous font face sont massifs. Donc, cela a trait aux alliances avec les autres parties prenantes, avec les syndicats. J'aimerais également revenir sur la nécessité, et c'est ce qui est repris dans le titre du webinaire. Il faut nommer donc les éléments de la pièce ou les problèmes tabous. Il faut savoir qui contrôle les intrants de l'agriculture. Les consommateurs doivent savoir ce qu'ils achètent dans les supermarchés et ensuite il y a les données probantes. Beaucoup d'universitaires sont ici parmi nous aujourd'hui et donc le droit à l'alimentation, les droits humains, le droit à une alimentation variée sont affaiblis. Et ensuite, il y a le Brésil, le Mexique, tous ces exemples à succès. Et comme l'ont dit les autres intervenants, la réglementation, il faut insister sur la réglementation. La réglementation est gravement menacée aujourd'hui. Il faut passer à l'action. Euh, les, Appliquer toutes ces réglementations. L'heure n'est pas aux principes, à l'éthique, non. Il faut des normes de base et claires. Merci beaucoup, Juan, qui est chargé du droit à l'alimentation au sein de la FAO. Merci pour ces commentaires. Très bien. Alors, nous en venons à la clôture de notre séminaire en ligne. Nous souhaitions apporter une perspective contraire au sommet, à l'agenda des entreprises. Malheureusement, le sommet des systèmes alimentaires continue de promouvoir les priorités des entreprises. Nous voyons que certains problèmes ont été exacerbés. Nous les voyons peut-être plus clairement. Soad, membre du comité de coordination des mécanismes, le disait, c'est obscène euh, qu'un sommet sur les systèmes alimentaires soit organisé sans parler des enfants qui meurent de faim au moment même où se déroule le sommet et non loin d'où ce sommet se tient. Bien, j'aimerais revenir sur des idées très concrètes, par exemple celle de Victor. L'idée est que les responsables du génocide doivent rendre des comptes. Cela permettrait également à ouvrir la voie à l'aide humanitaire. Le groupe de la Haye, qui s'est réuni récemment en Colombie, s'est engagé à prendre des mesures pour sanctionner Israël. On espère que d'autres pays tels que le Mexique ou l'Afrique du Sud puissent également prendre des mesures. Cette semaine, on a eu un événement également sur les crises prolongées et l'importance du cadre d'action adopté par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale. Donc, je vous invite à faire un suivi de ces engagements pris par les pays avec l'appui de nombreux mouvements sociaux. On espère que le CSA s'implique dans cette évaluation de l'état de la santé nutritionnelle que devra réaliser l'ECOSOC en septembre. Nous continuons à souligner l'importance du cadre d'action lors des crises prolongées. Victor a parlé de la concentration des terres. Je crois que Moïse, Jean et de nombreuses personnes ici, Dionisio également, toutes ces personnes savent que
la question foncière, la question de l'accaparement est une manière d'exercer un contrôle qui engendre la mort. Alors, du côté du Mexique, de la Colombie, d'Afrique du Sud, il y aura une réunion qui se tiendra en février et il faudra voir ce qui se passe de ce côté-là. On a entendu également des propositions de convergence, d'alliance. Il faut rappeler ici qu'il existe un processus, le processus de Nyéléni. Avec Nyéléni, tous ces liens avec le mouvement pour la santé, pour l'agroécologie, la transition juste, les politiques environnementales et contre le changement climatique. Et il y a également les priorités en lien avec la paix, la justice et la paix. Tous ces liens sont en train de se tisser, de se renforcer. Je pense également au mouvement pour la justice fiscale, pour que les entreprises paient les impôts qu'elles doivent payer et qu'elles arrêtent toute évasion et toute fraude au niveau fiscal. Voilà, nous avons donc un agenda plus complexe aujourd'hui, mais je crois que nous avançons. Nous avançons avec cette construction de liens sociaux, avec cette construction du pouvoir populaire qui va être la solution pour faire face au pouvoir des entreprises. On a les solutions en main. Il faut maintenant être certain, être convaincu que l'agroécologie et la souveraineté alimentaire sont celles qui vont alimenter le monde. Et c'est avec cet espoir qu'il faut continuer à travailler. Je souhaitais vous remercier. Par conséquent, remercier l'ensemble des panélistes qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Merci aux interprètes également qui, comme d'habitude, nous ont facilité le travail de communication. Merci également au secrétariat du mécanisme. Merci pour l'organisation de cet événement et merci à vous toutes et tous pour votre participation. Nous restons en contact dans la lutte. Au revoir et merci.